Nous sommes le 11 juin 1982. Dans les salles obscures, les gamins ont dans les yeux des étoiles qui brillent tout autant que celles présentes dans le ciel, alors que le jeune Elliot et son compagnon E.T. survolent la petite banlieue américaine où a atterri l'alien. Réalisé par Steven Spielberg, le film connaît un succès immédiat en salle, au point de détrôner Star Wars épisode 4 et de devenir ainsi le film le plus rentable de tous les temps. E.T. Rien qu'en prononçant le nom de ce film, nous avons tous des images en tête. Qu'il s'agisse du vélo de l'alien supposé le ramener à la maison, ou bien du laboratoire de l'école d'Elliot où sont torturées d'innocentes grenouilles, renvoyant au terrible sort réservé à l'alien si d'aventure il venait à se faire capturer, nous avons tous des images en tête. Mais les plus marquantes, ce sont les scènes montrant des gamins en vélo échappant aux forces de l'ordre en volant à travers le ciel. Le vélo. Et si nous étions face à une mythologie toute particulière avec cet engin à 2 roues, voire à un genre cinématographique particulier que certains appellent les Kids on Bikes Movies. Alors, c'est quoi exactement les Kids on Bikes Movies ? Ce sont les films qui vont mettre en scène un groupe de gosses qui vont vivre ensemble une aventure. Cette aventure, elle va être souvent teintée d'événements surnaturels ou de science-fiction. Parmi les grands noms des Kids on Bikes Movies, on peut citer en plus d'E.T. The Monster Squad, Ça, Super 8 ou encore la très en vogue série Netflix Stranger Things qui a donné lieu à une nouvelle vague de fiction sur le même thème. Cette vague se traduit également en jeu de rôle avec Tales from the Loop ou encore Kids on Bikes dont on va parler aujourd'hui. Quels sont les thèmes et les codes des Kids on Bikes Movies et comment le jeu de rôle du même nom va nous proposer de simuler ces fictions au délicieux parfum d'aventure ? Va-t-il seulement y arriver ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce 9e épisode de Suck My Dice. Alors dépoussiérez votre premier vélo et partez avec moi sur les sentiers nostalgiques des Kids on Bikes. Chapitre 1 : Définition et code des Kids on Bikes Movies. On prend pour origine des Kids on Bikes Movies le film E.T., un film qui a pour cadre les années 1980. C'est vraiment la décennie qui va voir naître le genre et dans laquelle vont s'inscrire également les œuvres héritières de Spielberg. Typiquement, Stranger Things, bien que tourné à notre époque, se situe dans ces années-là. Alors, pourquoi cette époque-là exactement ? Matt Draper, dans The Return of Kids on Bikes, nous explique très bien que c'est une époque un peu particulière, les années 80, car c'était peut-être la dernière décennie où les mômes étaient libres de se déplacer seuls. En plus de ça, il faut noter que les années 80 sont antérieures à la révolution numérique et que le rapport aux autres, la sociabilité, ne se construit alors pas de la même manière que dans les années 2020 pour un jeune. Il n'y a pas alors tous ces outils numériques pour faire copain-copain, il faut se mouvoir dans des lieux de sociabilité ou au domicile des différentes personnes. L'absence de numérique est également bien pratique pour garder secret certains événements en plus de ça. Imaginez si E.T. s'était déroulé en 2020. En moins de 10 minutes, il se serait retrouvé sur les réseaux sociaux. Les références culturelles des gamins passent par les VHS et la télévision dans une culture populaire commune qui est souvent mise en valeur dans ce type de fiction. Dans E.T. par exemple, on trouve plein de références à Star Wars. La science-fiction présente dans les Kids on Bikes Movies n'est pas alimentée par une vision du futur, mais par une nostalgie du passé, d'où l'intérêt également de placer ce type de fiction-là dans les années 80, bien que certains Kids on Bikes Movies se déroulent dans des cadres ultérieurs. Mais parlons donc un peu des vélos. Marc Auger, un ethnologue et anthropologue français, étudie très bien dans un petit livre intitulé « Éloge de la bicyclette » la manière dont on s'approprie le temps et l'espace grâce à cette machine à 2 roues. Quel espace s'approprient les gamins avec leur vélo ? Eh bien, simplement l'espace extérieur. Ils quittent symboliquement le foyer sécurisant pour affronter l'extérieur et ses dangers. Si vous voulez en savoir plus notamment sur l'histoire du vélo et ses enjeux politiques, je vous invite également à jeter un œil à l'excellent essai intitulé « Une histoire politique de la roue ». J'évoquais tout à l'heure la sociabilité. Faire du vélo est alors un moyen pour les gamins de retrouver leurs copains et d'accéder à une certaine forme d'autonomie. C'est leur liberté qui est en jeu à travers le vélo, mécaniquement animés par leur seule volonté de se mouvoir physiquement d'un point A à un point B, alors qu'en parallèle, spirituellement, ils quittent leur enfance pour se diriger vers l'âge adulte. Le vélo est donc un élément central pour toutes ces aventures. Sans lui, elles n'existeraient pas. C'est ce qu'affirme d'ailleurs Glenn Weldon dans un article très pertinent qui explique que c'est cet outil qui permet de passer entre les mailles du filet et d'explorer les choses loin du regard des adultes.
Prenons un exemple, c'est suite à la découverte du vélo abandonné de Will Byers dans la série Stranger Things que l'intrigue démarre véritablement. Où est passé l'enfant? Qu'est-il advenu de lui? C'est à partir de ce moment-là que ses copains désirent le retrouver, mais aussi le chef Hopper. Que ce soit dans Stranger Things ou bien dans E.T., c'est leur vélo très maniable qui permet aux gamins d'échapper aux forces de l'ordre, alors qu'à contrario, à pied, ces derniers sont paralysés. Samuel Pratt-White, sur lequel je m'appuie notamment pour réaliser cette vidéo, explore très bien toutes ces problématiques dans un article appelé « Kids on Bikes, le genre inconnu ». Je vous mettrai de toute manière les références en description si vous souhaitez en savoir plus. Les Kids on Bikes Movies se situent souvent dans des banlieues du Midwest, un décor qui nous est bien familier. On a tous en tête une petite ville, avec des terrains vagues, des bois profonds, mais aussi des maisons aux barrières bien blanches, contrastant avec ce qui pourrait se dérouler de plus sombre dans la ville, mais aussi des caravanes pour les moins bien lotis. Car dans ce type de fiction, on parle aussi bien de l'enfance que du monde adulte construit en opposition, souvent morne et déprimant. Les adultes sont souvent défaillants ou en difficulté dans les Kids on Bikes Movies. Dans Super 8, le père du personnage principal est plein de ressentiment suite au décès de sa femme, tandis que dans Stranger Things, on a un shérif alcoolique et une mère célibataire que tout le monde croit folle. Et puis, même avant la disparition de Will, on voit bien qu'elle galère au quotidien à jongler avec son travail et ses fils à élever. Bien souvent, ces adultes sont trop préoccupés par leurs difficultés quotidiennes pour être dans la réception de ce que communiquent les enfants. C'est pourquoi, bien souvent, ils ne peuvent pas être convaincus et doivent être contournés, notamment avec ces fameux vélos. En antagoniste, on a souvent une autorité à la pointe de la technologie et vraiment indigne de confiance. Weldon affirme dans son article que cette autorité représente l'âge adulte dans sa forme la plus éloignée de celle des enfants, qui sont pour leur part dans l'émotivité enfantine. Et enfin, pour terminer, nous avons bien souvent des monstres. Les monstres qui représentent souvent la peur de grandir ou bien l'éveil à la sexualité. À ces monstres physiques, on peut opposer les monstres humains qui soulèvent des problématiques telles que le harcèlement, le racisme ou encore le sexisme. Et oui, souvenez-vous du terrible adversaire des losers dans ça, Henry Bowers, un monstre humain qui est même choisi par Pennywise qui en fait son instrument. Alors, est-ce qu'on va retrouver tous ces éléments dans Kids on Bikes, le jeu de rôle? C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie dès à présent. Chapitre 2, Kids on Bikes, le jeu de rôle. Parlons maintenant un peu du jeu de rôle Kids on Bikes, celui qui porte le même nom que le type de fiction présenté précédemment dans cette vidéo. Kids on Bikes est un jeu de rôle américain écrit par Jonathan Gilmour et Doug Lewandowski. Le jeu de rôle est sous-titré « Un jeu de rôle sur les petites villes et les grandes aventures ». Le public rôliste anglophone a manifesté un grand intérêt pour ce jeu avant même sa sortie, puisqu'il a reçu plus de 3000 promesses de dons lors de sa campagne de financement. Il a ainsi recueilli plus de 90 000 $ pour ce bouquin de moins de 80 pages. Les gens étaient chauds comme la braise. Et je pense, à titre personnel, que si un tel jeu de rôle avait été proposé en financement en France, j'aurais ouvert mon porte-monnaie immédiatement, clairement. J'ai toujours adoré les Kids on Bikes Movies, étant une enfant des années 90. E.T., ça a longtemps été mon film préféré, et j'ai adoré lire et trembler devant ça de Stephen King. Alors, quelle est la proposition ludique de Kids on Bikes? Je vous fais une petite adaptation en VF du texte d'ambiance, traduction adapté grosso merdo parce que merde, je m'appelle pas Sandy Julien à la fin. La porte de la vieille maison s'ouvre dans un craquement. La rouille émet un grondement, tandis que vous voyez la poussière flotter comme des spores dans l'air. Avec la lumière faible de vos lampes torches bas de gamme, vous voyez les escaliers qui mènent à l'étage supérieur. Ces rampes tordues et cassées comme des dents pourries. Leurs courbes font que les escaliers ressemblent à un sourire affamé. Vous vous demandez quel âge ils peuvent bien avoir, et même s'ils supporteront votre poids. Quoi qu'il en soit, vous devez y entrer. La seule question est, qui va entrer en premier? Dans Kids on Bikes, vous incarnerez le rôle de gens du commun aux prises avec l'étrange, le terrifiant, et des forces exceptionnellement puissantes qu'ils ne peuvent battre, contrôler ou encore totalement comprendre. Le seul moyen d'y faire face est de travailler ensemble. Utilisez vos forces et savoir quand vous devez juste courir aussi vite que possible. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas présenter dans son intégralité le système de jeu, mais je vais simplement m'arrêter sur ce qui me semble pertinent de commenter par rapport à l'intention de jeu de base, à savoir ici
émuler des fictions de type Kids on Bikes Movies. Avant même de créer nos personnages, on va commencer par nous faire poser le décor de manière collaborative en répondant à des questions telles que pourquoi notre petite ville est tristement célèbre, quelle est la situation économique de la ville et quels sont par exemple les lieux remarquables, histoire de poser un peu une ambiance. Donc d'emblée, là-dessus, on est bon. Et c'est au moins ça, parce qu'on va voir par la suite, c'est un peu moins terrible. Ça part un peu en couille comme le deuxième œil de Pennywise. Pour ce qui est du cadre temporel, les joueurs sont incités à placer le curseur sur l'époque qu'ils préfèrent. Ça peut être les années 80 comme une époque antérieure ou même ultérieure, avec bien évidemment tout ce que ça comporte comme adaptation à réaliser au niveau de la technologie. On va venir greffer sur ce décor des rumeurs dont va s'emparer l'EMJ et offrir un terrain propice à la SF ou au fantastique. Au niveau des personnages, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on nous propose de jouer des gamins, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va nous proposer également de jouer des adolescents, mais aussi des adultes. Du coup, d'emblée, on le voit très bien, on va pas être dans un récit qui oppose de manière franche le monde de l'enfance et le monde des adultes. Ça va être un peu comme dans Stranger Things, où on peut voir dans l'adulte un véritable allié, à l'instar du chef Hopper, qui recueille 11 et qui enquête lui aussi sur la disparition de Will Byers. Quand on regarde la fiche de personnage, on voit que ces personnages se définissent par un système de statistiques classique dans lequel on va répartir toutes sortes de dés. Je ne m'attarde pas trop là-dessus car c'est pas le plus foufou dans le système de jeu, clairement. Les statistiques permettent de déterminer le profil du personnage. Est-ce que c'est un être plutôt sociable ou un gros tas de muscles? Le D20 annonce des capacités solides et un D4 évidemment indique que vous êtes une grosse quiche. Si on ne veut pas s'emmerder, on nous invite à prendre des archétypes de ce côté-là et d'affiner avec ce qu'on va trouver dans l'encadré de gauche. Petite parenthèse, quand je dis que ce système de statistiques n'est pas fou, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre le système de stats, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la plupart des jeux de rôle, sauf que là c'est associé à des seuils de difficulté qu'on doit réaliser qui sont complètement flous dans les nuances entre les différents seuils. Enfin bref, je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas là-dessus que je souhaite me concentrer pour cette vidéo. Dans ce fameux encadré de gauche, on va trouver tout d'abord le nom, puis l'âge. En fonction de l'âge de votre personnage, on obtiendra un bonus. Par exemple, si on joue un ado, on obtiendra gratuitement ce qu'on appelle la force rebelle. Les ados obtiennent un bonus de +1 à leur combat car ils sont considérés comme étant animés par la fougue de la jeunesse. Tandis que si on joue un gosse, on obtient gratuitement l'avantage guérison rapide par exemple. Les enfants sont également considérés comme naturellement sympathiques, alors ils obtiennent un bonus de +1 dans leurs interactions sociales. Et pour les adultes, l'âge entraîne l'expérience, donc ils débloquent une qualification dans un domaine de leur choix. Admettons, prenons le chef Hopper, lui il est flic, donc il sait viser et tirer. On va également choisir pour notre personnage de forces et de défauts. Les forces vont avoir un impact dans la mécanique de jeu. Par exemple, si mon personnage est protecteur, il peut ajouter +3 à ses jets de dés lorsqu'il s'agit de protéger ses copains, et ainsi de suite. Les défauts, en revanche, ne vont pas avoir d'impact dans la mécanique. Ils sont là pour indiquer une manière de jouer, lui donner un peu de relief à notre personnage. Est-ce qu'il est gourmand? Est-ce qu'il est lâche? Est-ce qu'il est égocentrique? On nous propose dans une liste toutes sortes de défauts comme ça dont on peut s'inspirer, mais qui ne vont pas impacter mécaniquement. Et on y reviendra un peu plus tard, mais malheureusement je trouve ça carrément dommage parce que ça nous laisse un arrière-goût de on s'en bat les couilles des défauts. Ils sont présents sur la feuille mais ils n'ont pas d'impact mécanique, alors que d'un autre côté on fait des combats mais il n'y a pas de point de vie à gérer, enfin il n'y a rien qui permet de gérer la santé de notre personnage. C'est très bizarre dans les choix qui sont faits. Et là vous allez me dire, mais le nom aussi il est sur la feuille, il n'impacte pas pour autant la mécanique de jeu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quelqu'un qui me propose une liste développée de défauts à choisir et qui me demande d'en choisir 2, j'attends que ça ait un impact quand même dans la mécanique. Je veux dire, dans ce type de fiction, par exemple, regardez bien les personnages de Stephen King, ils sont tous travaillés par certains de leurs défauts. Et c'est ce qui fait que ça donne du sel au personnage et que les situations se compliquent. Et il y a plein de jeux de rôle pareil où c'est super intéressant de jouer les défauts. Je vais prendre l'exemple de Little Fears que je connais bien, qui est aussi un jeu dans lequel on peut jouer des gamins dans une situation un peu horrifique et avec lequel on pourrait tout à fait émuler ce que cherche à faire Kids on Bikes finalement, et peut-être de manière plus pertinente, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Le défaut a un impact mécanique et c'est super parce que ça crée de la tension d'un point de vue narratif, mais aussi mécanique, parce qu'on part avec une incertitude sur l'issue de l'action supplémentaire par rapport à l'identité, l'essence même de notre personnage.
Bref, passons pour le défaut, je me suis assez étalée. On nous demande également de choisir une motivation, un but pour notre personnage. Alors que dans ce type de fiction, on creuse cet aspect psychologique-là, ce n'est encore une fois pas traité dans la mécanique de jeu autrement qu'une note dans un coin de page. C'est pareil pour les liens entre personnages, je trouve que les relations humaines sont vachement centrales dans ce genre de fiction, et c'est pas présent sur la fiche de personnage ni même dans la mécanique de jeu, alors qu'on accorde une partie de la création spécialement pour gérer ces relations avec des questions diverses et variées. On va nous demander également de choisir une peur. Lorsque le personnage joueur est confronté à l'une de ses peurs, il va agir de manière moins rationnelle et cela va se traduire enfin dans la mécanique de jeu avec les snap decisions. Les snap decisions, c'est les décisions, les actions faites à la va-vite sous le coup d'un stress intense. On peut subir selon la situation jusqu'à un malus de -3 à nos jets de dés, tandis qu'on ne peut plus utiliser nos bonus pour aider nos amis. Je trouve ça encore une fois un peu léger en termes d'impact ludique dans la mécanique parce que quand on regarde les Kids on Backs Movies, par exemple on va prendre ça de Stephen King, parce que ça va être un exemple qui va être très parlant ici, la peur de l'enfant, le fait d'arriver à la vaincre, c'est un peu ce qui fait le sel, l'intérêt de la fiction en grande partie. Aller vers l'inconnu, affronter ses peurs. Je vous parlais en début de vidéo de la tension entre l'intérieur et l'extérieur, l'enfance et l'adulte, le connu et l'inconnu. Eh bien ici, ce n'est pas du tout un aspect central mécaniquement. Tout ce que ça fait, c'est pénaliser des putains de jets de dés. Mais c'est une blague. Calme-toi Marion. Bon, reprenons. Tout à l'heure, j'ai parlé de bonus que pouvaient utiliser les joueurs pour venir en aide à leurs copains. Eh bien, il s'agit de jetons d'adversité. Je n'en ai pas encore parlé, mais ce sont les jetons qu'on accumule quand on foire une action tout simplement. Ces points d'adversité, on va pouvoir les dépenser plus tard quand on aura vraiment envie de réussir une action. C'est plutôt bon du coup pour nous les joueurs de foirer nos jets en début de partie, comme ça on peut amasser pas mal de points. L'échec n'est pas punitif dans ce jeu, on est vraiment invité à considérer cela comme une chance de faire avancer le récit. Et ça peut être intéressant le fait d'apprendre de ses erreurs, le message qu'il y a derrière. Mais bon, ça s'arrête là. Et là vous allez me dire, et qu'est-ce qu'ils deviennent ces points d'adversité? Est-ce que c'est juste des points gratuits comme ça qu'on obtient avec un échec et qu'on peut recaser comme on veut? Ou est-ce que le MJ les récupère une fois utilisés afin de nous en mettre à son tour plein la gueule? Eh bien non, pas du tout, pas du tout. En fait, ces jetons n'ont pas d'autre but que d'être cumulés après un échec, puis dépensés comme ça au moment opportun. Pour moi, la mécanique de jeu est à la fois simple et donc accessible, mais aussi extrêmement maladroite. Je sais pas, moi ça m'a déçu, ça m'a pas parlé cette mécanique de jeu. Après c'est très personnel, encore une fois, vous avez le droit d'aimer le système de jeu et d'apprécier ce jeu. Moi j'apprécie beaucoup l'univers, ce que ça essaye de nous faire jouer, mais je suis déçue de la mécanique, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont conseillées de jouer mais qui ne sont pas du tout exploitées, et d'autres qui sont présentes dans la mécanique mais qui sont totalement bancales en fait. C'est pareil, les auteurs à un moment donné, ils nous conseillent de songer à notre genre, à notre sexualité et à notre couleur de peau, ils nous en parlent longuement, et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aborder certaines thématiques au prisme du surnaturel de manière métaphorique, renforcer le parallèle entre les monstres d'intolérance qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours et le monstre surnaturel qu'on peut croiser dans ce genre de fiction, où l'enfant, adolescent, apprend à affronter la société ou à assumer qui il est, comme dans ça de Stephen King. Mais hélas, c'est pas présent dans la mécanique, encore une fois. Et pourtant, le message, la lecture souterraine qu'on peut avoir de ce genre d'œuvre est centrale pour moi. Mais comme le reste, ça passe à la trappe. Je ne comprends pas les choix qui ont été faits. Ces jetons d'adversité qui sont totalement gratuits suite à un échec, ça me gêne un peu. Alors peut-être que c'est moi qui suis un peu tordue et qui ai du mal avec la gratuité, mais pour moi, ces jetons, ils auraient été plus justifiés si ça avait été lié au fait de justement affronter les peurs qu'ils avaient choisies, les gamins. Comme ça fait une petite réserve, je sais pas, de courage ou de rage qu'ils encaissent et qui leur permettent en fait de, le moment venu, tout exploser. Enfin, ce sont juste mes pensées personnelles, ça me perturbe énormément ces jetons gratuits. N'hésitez pas à me dire si ça vous perturbe ou si vous adorez tout simplement ce système de jetons un peu gratuit, suite à un échec et qui nous donne des bonus tout pété le moment venu. On va parler d'une autre particularité du jeu, c'est le personnage spécial, celui doté de pouvoir. Ça peut être un alien comme E.T. ou encore une gamine toute pétée de pouvoir comme Eleven dans Stranger Things. Ce personnage-là, il va se définir sous des traits distincts qui seront gérés par les différents joueurs autour de la table.
Quand une situation sera en lien avec un trait, ce sera au joueur gérant cet aspect de la personnalité du personnage spécial de l'incarner. L'aspect positif est que ça empêche un trop grand déséquilibre autour de la table, avec un personnage qui serait surpuissant d'un côté et de simple gamin de l'autre, et d'un autre côté, si on est peu habitué à sortir des sentiers classiques du jeu de rôle, cette manière de jouer peut constituer un frein et carrément casser le rythme de la partie. Ce personnage tout pété a également des pouvoirs gérés sous la forme de points d'énergie. On nous conseille dans le jeu d'en attribuer 7. Lorsque le personnage tout pété fait appel à ses pouvoirs, il peut y avoir des conséquences comme un saignement de nez ou un épuisement de son énergie vitale dans le pire des cas. Ces conséquences sont gérées avec un jet de dés également. Mon avis global sur le jeu. Mais, mon avis c'est mais. Vous voyez le gamin qui dit dans la pub « Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis ?» Ben moi je me sens un peu pareil. « Mais t'avais dit qu'on ferait du Kids on Backs ?» Déception de mon côté pour ce jeu qui rendait hommage à un genre de fiction que j'adore particulièrement. Quand on ouvre le bouquin, on est enthousiaste au départ, les illustrations elles sont belles, les auteurs ils sont communicatifs et puis très vite ils perdent de vue leurs intentions, j'ai l'impression, comme s'ils avaient oublié ce que c'était le genre Kids on Bikes. J'aurais aimé que la progression émotionnelle et la maturité grandissante des gamins soient davantage prises en compte dans le système de jeu, de même que les thématiques sociétales soient plus franchement abordées dans la mécanique de jeu au lieu d'être de simples conseils au cours d'une digression. Ici, les peurs auraient pu être un élément intéressant à creuser, mais tout ce qu'on nous propose, ce sont des jets de dépénalisés par des malus en cas de situation de stress. Ce qui fait la beauté des Kids on Bikes movies, c'est que les gamins ont une détermination, une volonté qui les pousse à braver les dangers et les interdits dans la nuit. Cette même détermination qui leur permet de faire rouler leur vélo à travers la ville pour sauver leurs amis ou défendre leurs valeurs. Je ne retrouve malheureusement pas cette tension dans ce jeu, comme si on avait tout simplement confisqué aux gamins leur vélo, comme si ce type de fiction n'avait plus tellement de sens et qu'on lui ôtait une grande partie de son émotion, l'émotion de notre enfance et de l'aventure. Encore un mot sur E.T. Vous l'avez vu combien de fois déjà, vous? 3. Moi, une. Et vous avez envie de le revoir? Oui. Oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Moi, à chaque fois que je le revois, je ressens quelque chose dans mon cœur et j'aime bien. En espérant vous retrouver très vite pour un jeu de rôle qui nous fera ressentir des choses dans notre cœur comme cette petite fille fan de E.T., je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!